Gérard François, je vais commencer par vous. On va peut-être se tutoyer comme d'habitude. Alors, il y a eu un rapport sur les aménités qu'on tient à votre disposition, qui fait un nombre de pages imposant, qui a été réalisé par 3 inspecteurs ou 4 inspecteurs généraux de l'environnement et du développement durable. On en avait invité certains, ils n'ont malheureusement pas pu venir, qui ont été des rapporteurs qui ont rendu cette mission. Alors on va pas se lancer peut-être dans une définition, mais quand je te dis aménité rurale aujourd'hui, ici dans ce territoire où on a intitulé notre journée Partage, ça te dit quoi, Gérard François ? D'abord, merci de votre accueil. Je voudrais peut-être que ceux qui savent la définition du mot aménité lèvent la main. Ça nous permettra déjà de savoir le niveau de connaissance que nous avons ici. Bravo, je félicite tous ceux qui ont levé la main. Moi, je donnerai une définition évidemment extrêmement simple, c'est-à-dire un territoire à beaucoup d'aménités quand il est considéré par une personne comme agréable à vivre. Et c'est là, vous voyez, toute la difficulté, c'est qu'en réalité, il y a une dimension subjective dans la notion d'aménité, puisque pour telle personne, l'aménité, ça va être les Hautes-Alpes, dont on nous a dit ce matin avec justice que c'est le plus beau département de France, après le Cantal, d'après ce que m'avait dit le président. Et puis, pour une autre personne, eh bien, elle va préférer le département des Landes ou le département d'Eure-et-Loir. Donc, il y a une dimension subjective qui est absolument fondamentale et qui est d'ailleurs extrêmement heureuse. Parce que si nous avions tous le même ressenti face aux aménités des territoires, nous aurions tous habité dans les Hautes-Alpes. Et donc, il y aurait 65 millions de personnes qui viendraient habiter dans votre département, ce qui n'est peut-être pas souhaité. Même si vous êtes très content que votre département, après une longue chute démographique, ait repris effectivement un renouveau. Alors pour simplifier cette thématique, si l'on fait un peu une analyse des aménités, je dirais à mon sens que c'est un carré magique. C'est-à-dire que vous avez des aménités paysagères, patrimoniales, identitaires et humaines. Et tout ceci concerne bien sûr tout particulièrement les aménités rurales. Je vais reprendre peut-être les 4 éléments de ce carré magique. Mon premier élément, les aménités paysagères. Là, l'on commet généralement une très grosse erreur sur ce thème, parce qu'on parle de la nature, comme si les paysages que nous avions ici, là, étaient dus à la nature. Alors à Savines-le-Lac, on le sait tout particulièrement que ces paysages que nous avons ici sont quand même le fruit du travail des hommes. Et effectivement, le très grand géographe Jean Demangeot, dont le livre qui s'appelle « Les milieux naturels du globe » a été réédité une bonne dizaine de fois, a titré son livre, comme je viens de le dire, « Les milieux naturels du globe », mais avec l'adjectif naturel entre guillemets. C'est-à-dire que dès son introduction, il insiste sur le fait que tous les paysages, même si les hommes, l'humanité a hérité d'un certain nombre de reliefs, tous les paysages, et notamment en France, sont le produit des générations passées qui les ont travaillés. Donc quand vous traversez la Bourgogne, que vous voyez ces belles collines, eh bien non, ces belles collines, ce sont les hommes qui les ont façonnées telles qu'elles sont aujourd'hui. Si tout le Val de Saône est devenu aujourd'hui un lieu agréable à vivre, là aussi, c'est grâce au travail qui a été fait, parce qu'avant, c'était des zones absolument inhabitables. Quand vous vous promenez dans les bucoliques marais bretons ou marais poitevins, c'est pas du tout la nature, hein, c'est absolument l'homme. Quand vous vous promenez dans la forêt de Fontainebleau, c'est pareil, c'est une forêt créée par l'homme. Donc l'ensemble de nos paysages, de ces aménités paysagères, sont en fait le résultat du travail des générations précédentes qui n'ont cessé effectivement de vouloir des paysages à la fois beaux et aussi des paysages utiles. Alors bien sûr, ces dernières décennies, on sait bien que tout n'a pas été parfait. On sait très bien qu'il y a eu certains remembrements qui n'étaient pas souhaitables.
On sait très bien que la suppression de haies paysagères, notamment dans les années 60, n'a pas été une bonne chose. Mais il importe de bien comprendre que si on veut conserver des aménités paysagères, c'est d'abord lié effectivement au bon entretien des paysages par l'homme. Sinon les paysages se détériorent, si ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est le premier point du carré magique. Le deuxième point, c'est évidemment la dimension patrimoniale. Bon, la dimension patrimoniale, elle est extrêmement importante en France parce que vous savez qu'on a en héritage une population en Europe qui a été depuis longtemps très, très nombreuse. Et donc cette dimension des aménités patrimoniales, elle est liée à la diversité de tout ce qui a pu être réalisé dans le passé, que ce soit en termes d'églises, de châteaux, d'hôtels de ville, etc. Et d'ailleurs, je note que le maire de Savines-le-Lac m'a bien montré tout à l'heure que pour lui, son aménité patrimoniale, c'est à la fois l'église actuelle, qui est une prouesse architecturale, et l'église qui est sous l'eau, si je puis dire, enfin, telle qu'elle existait auparavant dans cette région. Et donc, ces aménités patrimoniales, ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, elles jouent dans des structurations. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait le lien dans pratiquement toutes les villes françaises? C'est un triptyque qui est à la fois, donc, en général, l'église, l'hôtel de ville et le marché. Et c'est ce triptyque qui donne sens, si vous voulez, aux sociétés communales telles qu'elles ont continué d'exister. Alors, c'est très important ce patrimoine, en particulier en France, parce que ce que l'on constate, c'est une extraordinaire diversité. Je parcours, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, les communes de France. On ne voit pratiquement jamais la même mairie. Chaque village a voulu avoir une mairie typique et qui n'est pas celle de son voisin. Donc les mairies ne sont pas les clones des uns des autres. Et c'est cette richesse de diversité qui est tout à fait extraordinaire, qui fait que les patrimoines sont personnels à l'ensemble des territoires. D'où aussi cette subjectivité qui fait qu'on peut aimer ou ne pas aimer telle ou telle église. Bon, je vais citer une église d'une ville dont on a pas mal parlé ces temps-ci, c'est-à-dire Yvetot, puisque Yvetot, vous savez, c'est là où est né notre dernier prix Nobel de littérature, même si j'attache beaucoup d'importance au fait que c'est Serge Reggiani qui a vécu à Yvetot. Bon, vous avez une église qui a été reconstruite dans les années 50. Moi, je la trouve remarquable, mais peut-être qu'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça dépend des goûts. Bon, donc deuxième élément. Troisième élément, eh bien, la question de l'identité. C'est-à-dire que les territoires ruraux ont des identités qui sont liées parfois à une personnalité qui y a vécu ou qui est née. Pensez bien entendu à Colombey-les-Deux-Églises, qui est évidemment une commune qui est indissociable de la personnalité du général de Gaulle. Pensez aussi à Saint-Mer-sur-Mer, où Jacques Tati a filmé les fameuses vacances de M. Hulot. Enfin, les exemples sont extrêmement nombreux de territoires ruraux dont l'identité est liée à une personne qui a apporté quelque chose de significatif et qui perdure dans le temps, à tel point que certaines communes ont voulu modifier leur intitulé pour témoigner de leur identité. Alors j'en donnerai deux exemples. Premier exemple, cette commune de Saint-Léger dans le sud de Lyon, qui maintenant s'appelle Saint-Léger-Vauban. Parce que Vauban y est né, c'est quand même un grand homme de l'histoire de France. Ou bien sûr, Illiers, cette commune d'Illiers dans l'Eure-et-Loire, qui s'appelle Illiers-Combré, à cause de Marcel Proust. Donc vous voyez, tous ces territoires ruraux qui ont une très très forte identité, et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Et bien entendu, il y a aussi l'histoire qui participe à l'adjonction d'identité au territoire, et en particulier dans cette région, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Napoléon, la route Napoléon fait partie de l'identité des territoires ruraux de ce territoire. Enfin, le quatrième élément, c'est évidemment la dimension humaine des territoires ruraux.
Vous rappelez, un sociologue, il y a une cinquantaine d'années maintenant, avait écrit un livre sur ce qu'il appelait la foule solitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les grandes villes, où il y a une forte densité de la population, bien, on ne se connaît pas les uns les autres, et on a beau être au milieu d'une foule, on est solitaire, parce qu'on ne connaît personne, et on ne dit bonjour à personne. Or, l'identité des territoires ruraux, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que l'on est dans une situation qui permet effectivement à la fois une proximité, une connaissance mutuelle, et donc une possibilité d'agir en commun avec beaucoup de souplesse. Et d'ailleurs, on le voit bien au moment des élections municipales, où grosso modo, les taux d'abstention sont beaucoup plus élevés dans les grandes villes que dans les territoires ruraux. Eh bien, c'est bien la raison des aménités des territoires ruraux. Et bien sûr, je pourrais parler, mais il faut que j'arrête, parce que je vais être trop lent, de la question des économies d'agglomération dont ne souffrent pas les territoires ruraux. Et donc, les aménités rurales, vous voyez qu'elles sont assez faciles à définir, même si leur ressenti est subjectif. Ensuite, la nécessité, c'est de faire en sorte que nous ayons un encadrement et des décisions et des réglementations qui permettent aux territoires ruraux de valoriser ces identités. Et ça se demande un certain nombre, effectivement, d'améliorations dans les politiques publiques, mais je vais m'arrêter là, sinon je serai trop lent. Merci. Je n'avais pas envie que tu t'arrêtes, mais encore, quand on a dit ça, comment cette définition et ces quatre angles paysager, patrimonial, identitaire, et j'ai perdu le quatrième, c'est humain, c'est parfait, on comprend bien cette entrée. Aujourd'hui, et on va donner la parole aux élus, à ceux qui vivent ce que tu viens de définir, de conceptualiser, aujourd'hui, comment, entre l'action que peuvent avoir les élus, comment on peut faire avancer les choses et cette prise de conscience ? À mon sens, il y a un élément qui est fondamental que Madame le ministre connaît bien, c'est-à-dire que vous savez, donc pendant des années, la ruralité en France n'existait plus. C'est-à-dire que dans les statistiques de l'INSEE, tout était présenté comme si la France allait devenir un territoire exclusivement urbain. Et donc, éventuellement, on donnait quelques miettes statistiques, en quelque sorte, à la ruralité, voire dans le fameux zonage en aire urbaine de 2010, l'adjectif rural avait totalement disparu. Il n'y avait plus de ruralité en France. Donc, on allait très, très loin. Donc nous avons, par de nombreux travaux, mis en évidence effectivement que les critères utilisés par l'INSEE étaient des critères en fait qui supposaient une idéologie urbaine, uniquement urbaine, qu'éventuellement de temps en temps la ruralité apparaissait comme un sol. Nous avons obtenu donc que Rostal, l'Office de statistique européen, définisse une grille communale de densité et on ne peut que féliciter ceux qui ont travaillé pour l'agenda rural et qui, dans les 182 recommandations de l'agenda rural, ont mis en numéro 1 la nécessité d'une bonne définition statistique de la ruralité. Et donc, ceci a obligé l'INSEE, grâce à l'appui évidemment du gouvernement qui a quand même fait des choses tout à fait bonnes en la matière, à utiliser la grille d'Eurostat, qui est la grille communale de densité, et enfin, on a donné une mesure de la ruralité. Malheureusement, le problème, c'est que nos amis de l'INSEE sont quand même extrêmement vexés qu'on les ait obligés à passer par perte une définition qui s'appelait l'aire urbaine et qui faisait disparaître la ruralité. Donc, ils ont inventé une autre définition qui s'appelle la zone d'attraction des villes, avec une définition extrêmement large des villes. Je peux dire un mot pour expliquer là ? Ah, bien sûr. Oui. Voilà, c'est simple, si vous voulez. Vous prenez une commune qui fonctionnellement est rurale, qui est dans la ruralité. S'il y a 15% des actifs qui habitent dans cette commune qui vont travailler dans une ville, elle est considérée comme une zone d'attraction d'une ville. Alors qu'il y en a peut-être 85% qui n'y vont pas. Bon. Et bien entendu, on ne prend pas en compte les gens qui éventuellement habitent en ville et vont travailler dans la ruralité.
Et ça, dans un certain nombre de secteurs que je connais, c'est significatif. On ne prend pas en compte le sol. Donc, ils ont, si vous voulez, un peu effacé, dans une certaine mesure, la grille communale de densité en utilisant cette autre grille. Résultat, eh bien, quand le quotidien Le Monde a fait son grand article d'une page sur l'évolution des territoires français, le grand titre, c'était « Une France de plus en plus urbaine ». Ce qui est évidemment totalement faux, et c'est d'autant plus totalement faux que la dernière étude que nous avons conduite a consisté à regarder tout simplement les naissances selon les départements français. Bon, vous savez qu'en 2022, les naissances en moyenne ont baissé en France. Eh bien, dans un certain nombre de départements ruraux, les naissances ont augmenté, c'est-à-dire ont évolué de façon inverse de la moyenne nationale. Donc cela veut dire soit, évidemment, qu'un certain nombre de jeunes foyers du rural ont préféré finalement rester habités dans le rural, soit qu'un certain nombre de jeunes foyers des villes ont décidé d'aller dans le rural. Je dis on ne peut pas encore l'affirmer parce que vous savez, mais je ne vais pas entrer dans les détails, on a un système d'information statistique qui serait largement amélioré. Alors la question c'était... Ah oui, donc la première, donc, la première chose à faire, moi, pardonnez-moi... Si j'ai bien compris, c'est de bien quantifier. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne dis pas nécessairement qu'il faut abandonner le principe des zones d'attraction des villes, je dis simplement que le seuil de 15% n'est pas justifié. Donc le seuil, il doit être d'au moins 50%, ça c'est le minimum. Et puis il faudrait prendre en compte aussi les gens qui habitent dans les villes. Regardez par exemple Paris. Tout le monde croit que les gens vont travailler à Paris. Oui, c'est vrai, et puis il y a des tas de raisons. Mais il y a 200 000 personnes qui quittent chaque jour Paris pour aller travailler ailleurs. Et ça, il faut quand même aussi le prendre en compte. Donc je vais peut-être m'arrêter, mais sur d'autres propositions. Mais celle-ci, elle est essentielle parce que si, dans la tête d'un certain nombre de personnes, cette idée qu'on va vers une France exclusivement urbaine est toujours extrêmement prégnante. Et donc, il y a eu un progrès fantastique qui a été fait grâce à l'agenda rural notamment, mais il faut aller plus loin. Et sachant de quoi on parle, je le redis de sachant façon... de quoi on parle, parce que, bon, je rappelle juste un chiffre pour mémoire. Nous sommes quand même dans une société qui, en ce moment, s'est organisée pour que l'agglomération de Paris voit déverser sur elle 40 milliards d'euros à travers le Grand Paris Express. Nous sommes quand même dans une société où, même s'il y aura quelques financements liés aux Jeux Olympiques hors de Paris, c'est à peu près 10 milliards d'euros qui vont être déversés uniquement sur l'agglomération de Paris à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc évidemment, ceci crée des inégalités qui sont durables puisque effectivement, un certain nombre d'équipements qui ont été faits à l'occasion des Jeux Olympiques ou du Grand Paris Express, ça va entraîner quand même des emplois, du fonctionnement et même des déficits de fonctionnement que les ruraux auront à payer en partie. Merci de cette belle introduction, Gérard François. On parle agenda rural, il y en a beaucoup ici qui ont travaillé dans sa version 1 ou qui, pour le compte de l'État et des organismes, l'ont favorisé. C'était une initiative du président de la République dans son premier mandat et portée par Jacqueline Gouraud, c'est bien ça, auquel ont notamment été missionnées 5 personnes, dont Cécile Gallien, qui est ici pour le compte de l'AMRF, dont l'ancien président... L'AMF, pardon, dont Patrice Joly... Oula. Ouais, mais toi, voilà, parfait. Parfait, transversal, Cécile. Dont Patrice Joly, dont Vanik Berberian, à l'origine, qui était encore de ce monde au tout début, le relais a été pris, le président historique des maires ruraux, dont Monsieur Labaronne, ben voilà, et Pierre Jarlier. Et Pierre Jarlier, qui était un élu pour les gens comme Joël, qui travaillent sur la montagne, qui le connaissent bien et qui est un élu allez. Voilà, donc ces 5 personnes ont travaillé sur cet agenda, c'est 183 propositions, c'est cela ? Et qui... Bon, allez, on va pas faire un bilan, mais vous dire que Cécile, depuis plus longtemps, mais depuis ces dernières années, est au cœur de ce débat. Comment, Cécile, réagissez-vous à cet éclairage-là, à la fois, comme il sait très bien le faire, en universitaire large, mais quand même pointant précisément les choses? Alors,
D'abord, dire un peu le contexte. C'est vrai que l'agenda rural, c'était une commande de Jacqueline Gouraud en 2019. Donc on a les 5 cités, auditionné 180 personnes, c'est-à-dire les élus locaux ou leurs représentants, des parlementaires, des acteurs locaux dont beaucoup d'entre vous sont intervenus ce matin, ceux qui font la vie sur les territoires, et les cabinets ministériels. Et on a abouti à ceci. Alors c'est vrai que les grandes réussites de l'agenda, c'était ça. C'était forcer l'INSEE à reconnaître que les ruralités n'étaient pas ce qui n'étaient pas les villes, mais qu'elles avaient des caractéristiques intrinsèques qu'il fallait prendre en compte et décliner dans les politiques publiques. Alors on va faire attention avec l'INSEE, mais en tout cas c'est important, des cartes ont été posées. Ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se reconnaître, on a une carte européenne maintenant, on peut se comparer. On regarde en Europe les pays ruraux et les pays urbains. Je vous la fais courte. Les pays, donc la France est un pays rural puisque plus de 80%, et même je crois que c'est 85 ou 88% de son espace est considéré comme rural, 88%. Et à peu près 30% des Français y vivent. C'est le cas d'une grande partie des pays de l'Est européen. En gros, la zone urbanisée, on part du Danemark, on descend à peu près vers Milan, c'est à peu près ce secteur-là. Donc, l'Europe voulait, avec la Convention de Cork, et veut toujours que les ruraux, que les élus, que les États, en tout cas membres de l'Union, définissent une politique pour aider les territoires ruraux. Et c'est en train d'aboutir. En tout cas, nous, on voulait que ça aboutisse là, sur ces crédits européens-ci. Et ça le sera à partir de 2027. Il y a un pacte rural qui est en train d'être travaillé au niveau européen. Et je peux vous dire qu'hier, j'étais à Bruxelles au Comité européen des régions. Les élus ruraux se font entendre beaucoup sur la question de l'eau et la question des sécheresses ou des aléas. Beaucoup. C'est un sujet prégnant. Vous prenez l'Europe, vous la divisez en deux et la France en deux. Ce qui est au sud, on va vraiment avoir des soucis de quantité d'eau. Ce qui est au nord, ça va être différent. On va peut-être avoir plus d'eau qu'aujourd'hui. Voilà. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je voulais dire qu'il y a une attente forte en France, comme ailleurs, des urbains vis-à-vis de la nature. Alors, on va pas parler des Néandertals où nous étions cueilleurs-chasseurs, aux sapiens où nous sommes devenus un peu agriculteurs et sédentaires. Néanmoins, voilà. Donc, nos paysages sont aménagés quasiment partout en France. Et c'est précisément ces 88% d'espaces aménagés qui ont des richesses inouïes. C'est l'eau, c'est l'énergie, c'est la nourriture, donc l'agriculture, c'est le paysage, c'est la forêt, c'est la biodiversité, c'est aussi ce capital social ou humain ou la capacité des communautés, je ne vais peut-être pas utiliser communauté, en tout cas des communautés, par exemple une commune, une interco, à s'organiser, à faire en sorte que l'avenir soit meilleur qu'aujourd'hui, en tout cas qu'il y ait une politique menée au service de tous. Alors, je vais quand même dire, alors sans être un peu techno, vu que les gens de la mission ne sont pas là, je veux quand même vous citer, alors je l'ai lu 3 fois pour le comprendre, mais tous les mots sont assez justement choisis. Une aménité rurale est un agrément ou un avantage économique qui présente un caractère marchand ou non directement marchand. Cet agrément est procuré par un paysage ou son environnement, au sens de caractéristiques géophysiques, biologiques, naturelles, ou qui résultent d'une action humaine non nécessairement destinée à la produire, telle que l'agriculture ou la forêt. En tout cas, cette question de l'apport des espaces ruraux pour la nation est fondamentale. Quand on était tous confinés, on était bien contents d'avoir dans nos communes des commerces alimentaires. On a vu le manque de produits essentiels que nous ne produisions plus en France et ailleurs. Et ces espaces ruraux sont au cœur des transitions futures dont on parle aujourd'hui. C'est la réindustrialisation. Il y a plus d'industrie dans les territoires ruraux
qu'en métropole. Les métropoles ne sont plus que des services. L'industrie, elle est chez nous. Et vous l'avez cité ici, précisément dans ce département, comme d'autres. Moi, je viens de la Haute-Loire, comme Nathalie. On a aussi beaucoup plus d'emplois industriels, finalement, que d'emplois agricoles aujourd'hui. La question de l'évolution des métiers, avec l'intelligence artificielle, il faut que les jeunes de nos territoires ruraux, et j'en étais il y a quelques années, soient formés, bien formés aux métiers futurs, et qu'on arrive aussi au niveau, si on veut arriver à une souveraineté agricole ou une sécurité alimentaire, de faire en sorte qu'on arrête de perdre des agriculteurs. Alors a priori, ça se passe bien ici, il y a beaucoup d'installations, c'est formidable. C'est pas le cas du tout. C'est pas du tout le cas dans les autres régions. C'est pas le cas du tout dans les autres régions. Donc dans l'agenda rural, on avait dit il y a 200 000 étudiants chaque année dans les écoles d'agriculture. Voilà, il faut qu'on maintienne ce nombre. Parce que sinon, on n'arrivera plus à installer des gens, à les former et à nourrir la population. Donc la nourriture, et donc l'agriculture, c'est une aménité. L'énergie, aujourd'hui, vous entendez la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, travailler beaucoup avec la MRF. J'en fais partie aussi, on se tape 4 week-ends où on bosse sur la transition écologique et énergétique. Dire, sans les ruraux, sans les maires ruraux, nous n'arriverons pas à produire suffisamment d'énergie renouvelable. Parce qu'il y aura le nucléaire, mais il nous faut aller beaucoup plus loin dans les énergies renouvelables. Comment on crée de l'énergie renouvelable? Il faut de l'espace. Soit c'est les mers, soit c'est les terres, soit c'est les toitures. En tout cas, en termes de photovoltaïque, d'éolien et d'hydroélectricité et autres, c'est dans les espaces ruraux qu'on arrivera à créer des énergies renouvelables. Donc ça veut dire que ça vaut quelque chose. Et l'espace vaut quelque chose. Et sur l'agenda rural, on demande à ce que l'espace soit considéré dans la Constitution française. Il l'est dans d'autres constitutions de pays européens, mais pas en France. Et je crois que ce prisme de l'espace, c'est quelque chose qui nous permettrait de décliner des politiques publiques en faveur des territoires ruraux qui seraient favorables. On parlait de forêt, bravo, franchement, vous êtes formidable sur cette école de la forêt. En fait, j'ai appris que si on construit une maison en bois, elle capte le CO2, etc. Et puis les forêts, voilà. Et donc, ça vaut quelque chose. Il faut qu'on aide les gens à replanter de la forêt. Parce que moi, mon grand-père, il a planté la forêt pour nous ou les petits-enfants qui viendront derrière. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette politique, sauf si c'est une politique dans un pays où il y a des forestiers et cette culture de la forêt. Il faut qu'on soit aidé à replanter la forêt. Donc ça veut dire qu'il faut des aides publiques, mais il faut aussi, et c'est ce qu'on écrivait dans l'agenda, que les créateurs de richesses privés, exemple, les opérateurs de réseaux, de téléphonie, de tout ça, ou d'éoliennes ou autres, ils puissent, franchement, avec, on va dire, la ressource, le bénéfice qu'ils font, qu'ils puissent en injecter beaucoup plus à nouveau sur les territoires. Donc, il faut aussi qu'au niveau des privés, il puisse y avoir ce retour. On n'y arrivera pas. Alors évidemment, on était ravis que les 320 millions d'euros de plus de DGF votés l'année dernière, c'est 200 millions de plus pour les territoires ruraux. J'espère qu'ils vont être votés là au prochain projet de loi de finances, parce que c'est super important, franchement, pour les communes rurales. Mais on n'y arrivera pas s'il n'y a pas une prise en considération, y compris des créateurs de richesses privées dans ce pays et ailleurs, pour prendre en considération toutes les aménités que je viens de vous citer. Et pour finir, on veut être autonome, si possible, au niveau du lithium. Il y a des projets d'ouverture de mines de lithium en France. Parce que il faudra bien qu'on ait du lithium et qu'on n'aille pas le chercher forcément en Chine ou ailleurs. Et ben, il faut, ça sera sur les espaces ruraux, donc il faut qu'on soit compensé et qu'on ait le fruit, alors je suis un peu révolutionnaire et militante en disant ça, qu'on ait le fruit de ces richesses aussi du sol qui sont sur les espaces ruraux. Donc voilà,
voilà, je pense que c'est absolument important qu'on s'empare tous de cette question des aménités rurales. Ça y est, alors vous avez vu, on parle de l'eau maintenant. Donc il faut que les médias s'emparent de ce sujet difficile, mais de ce sujet absolument attendu par les ruraux que nous sommes. Parce qu'on fait partie de la nation, on contribue beaucoup, et toutes ces aménités ne sont pas reconnues au niveau où elles devraient être reconnues. Moi, j'ai fait des études d'économie, il ne faut pas confondre la valeur et le prix. Ces aménités ont de la valeur pour non seulement les territoires ruraux, mais la nation, et il faut donc qu'elles aient quelque part un prix, un juste prix. Mais alors, Madame la révolutionnaire de Haute-Loire, c'est assez rare, oui, il faut bien reconnaître. Vous posez parfaitement le problème. Vous avez une revendication, 2 questions. Est-ce que vous pensez que ça avance? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance? Parce que là, il faut. Si je résume, depuis 2019 et depuis l'étude sur l'agenda, 4 ans, les choses, on a bien vu, les statistiques, l'approche gouvernementale, là-dessus il y a une unanimité, mais il faudrait que ça s'accélère quand même. La dotation qu'a créée Joël, c'était un premier pas avec Bernard, 5 millions, on en est à 40 millions, bon voilà, il faut continuer. C'est formidable, il y a un taux... Je pense qu'il faut mettre ce débat de... Alors, mon propos, c'est pas d'opposer urbains et ruraux. Pas du tout. On est une nation une et indivisible, et il faut qu'on le reste. Donc ça veut dire que je pense qu'on doit mettre partout au débat, en France, cette question de la solidarité urbain-rural, y compris dans les médias. Là, on vient de mettre l'eau comme sujet dans les médias. C'est récent, hein. C'est depuis la fin de l'année dernière, parce qu'on a eu une sécheresse, en fait. Et puis parce qu'il y a un plan gouvernemental, et parce qu'on voit bien que ce sujet, la société s'est petit à petit emparée de ce sujet. Je pense que ce que vous faites, par exemple, sur la forêt, vous êtes un spécialiste, c'est juste formidable, vous avez une vision, y compris européenne. On devrait vous entendre sur les médias pour que ça diffuse auprès de la population. Et puis les élus qui sont ici dans la salle contribuent tous à des décisions à leur niveau qui peuvent faire en sorte que ces aménités rurales qui existent soient prises en considération, mieux prises en considération dans les politiques publiques. Merci Cécile. On reviendra. Éric, voilà, même question, même punition. Votre regard, vous, sur le sujet des aménités. Donc, je suis d'accord avec Cécile. Mais c'est assez. Non, plus sérieusement, je voudrais revenir par rapport au professeur Dumont, par rapport à ce qui a été dit, et peut-être un sujet qui est moins abordé sur les aménités, que vous avez cité, qui est la question de l'humain. Et en fait, la richesse, une aménité importante pour les maires ruraux, c'est les élus, c'est-à-dire les gens qui s'engagent, donc élus comme nous, mais élus aussi associatifs, enfin les gens qui s'engagent pour la ruralité. Et vraiment, c'est une aménité qu'on oublie, et que j'avoue moi-même l'avoir oublié. Et donc, voilà, merci de me le rappeler. Et je vous remercie pour cette question très importante, qui, comme vous le savez, a fait l'objet des congrès des maires ruraux en 2021 sur l'engagement pour les futures élections de 2026. Le deuxième sujet, c'était par rapport à ce que vous avez dit sur la façon d'appréhender le monde rural. Vous avez dit qu'il faut quantifier. Et donc, bien sûr, à votre niveau, effectivement, c'est important, et je partage le fait que 15%, c'est pas significatif, 50%, ça commence à l'être. Mais je pense que la vraie question, pour nous, elle est sur la rémunération. Et Cécile vient d'en parler un petit peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où justement, les aménités, c'est chez nous, pourquoi on n'est pas financé? C'est-à-dire, à un moment, très concrètement, pour tous les collègues qui sont ici, la DGF intègre la longueur des routes. Pourquoi on ne prend pas la surface des forêts
Pourquoi on ne prend pas la surface des rivières? Et donc, c'est une question tellement simple que j'avoue que je ne comprends pas pourquoi personne n'y a pensé avant, en fait. Hein, parce que du coup, nous, on est là, 88%, donc à la fois en France et même dans la plupart des pays européens, c'est le cas. Et donc, voilà, donc en fait, ce qu'on demande, ce n'est pas exorbitant, c'est juste, voilà, donc on gère 88% du territoire, donc au niveau de la rémunération, enfin de cette fameuse, c'est essentiellement la TGF, mais après, tout est déclinaison, subvention d'investissement, et actuellement fonds verts, etc., etc. Et donc, je pense qu'il voilà, y a une proportion. Alors, il ne s'agit pas non plus d'opposer urbains et ruraux, on ne veut pas 88% pur du fromage. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'on partage intelligemment par rapport à ces questions-là. Et donc, j'avais eu l'occasion d'aller à un congrès de France urbaine. Vous voyez comme on est tout près, donc à France urbaine, et nous avons partagé une matinée sur cette question-là, et donc on était d'accord sur le fait que les urbains disaient qu'effectivement les produits locaux, comme vous l'avez rappelé en introduction, donc comme le président de la Chambre d'agriculture l'a rappelé en introduction, l'alimentation vient bien de la campagne, mais nous aussi on a besoin des villes, au niveau de la santé, au niveau de l'ingénierie, au niveau des ressources financières, technologiques, etc. On a besoin des villes. Donc il faut qu'il y ait un partage, mais il faut que le partage soit équitable. Et donc pour moi, la quantification, c'est le tout début d'un processus, mais qui doit se décliner. Mais je sais qu'avec la ministre, vu que la MRF, vous le voyez souvent, bon, une fois par jour c'est exagéré, mais disons, on va dire une fois par semaine, vous avez les gens de la MRF chez vous. Et donc, ce qui avait déjà commencé d'ailleurs avec votre voisin Joël Giraud, avec qui on a fait un excellent travail aussi justement sur l'agenda rural. Donc voilà, donc je pense qu'il faut absolument qu'on équilibre ces questions-là. À mon avis, c'est la clé de voûte de la question. Et donc, pour illustrer, c'est tellement simple comme principe, on va dire. Voilà, vous avez des grandes forêts, donc on vous rémunère la forêt. Voilà, donc moi, par exemple, j'ai 500 hectares de forêt dans ma commune. Et ben voilà, on s'en occupe. Alors même s'il y a une partie qui n'est pas à nous, il y a des touristes qui viennent. Donc voilà. Et nous, par exemple, quand on va en ville, donc on paye les parcs-mètres, on cotise d'une certaine façon à la ville. Donc voilà, il faut juste qu'il y ait un retour. Donc voilà, c'est sans exigence particulière. On est content d'accueillir les gens, mais par contre, il faut qu'il y ait le retour un peu sur la gestion, la considération de la gestion, qui nous paraît très très important et central par rapport à ces questions-là. Et nous, donc, ce qu'on attend, c'est que, donc, après qu'on appelle ça agenda rural, et qu'à l'intérieur de l'agenda rural, nous, on souhaite qu'il y ait un pendant au PVD et Action Cœur de Ville qui s'appelle Village d'Avenir. On l'appelle comme on veut. L'important, c'est que concrètement, des moyens soient alloués, on va dire, et qu'il y ait un partage des décisions sur ces questions-là. Comme j'avais déjà dit aussi dans un autre endroit, moi j'habite en Haute-Marne, donc pour situer à 25 km de Colombey-les-Deux-Églises, puisqu'on en a parlé à l'instant. Et donc, mais je voulais pas que ça soit Reims, Nancy et Dijon qui décident de ce qui se passe en Haute-Marne. Aucune de ces villes d'ailleurs n'est en Haute-Marne. Et donc voilà, il faut qu'on décide, nous, en partenariat avec eux, parce que voilà, on vend les commerces avec Reims, c'est important, le commerce avec Dijon de la sud de la Haute-Marne est important. Voilà ce qu'il faut. Pour moi, c'est ça les clés de voûte. Alors, je peux y revenir si vous voulez, enfin, vous approfondir. Merci Eric. Parmi les préalables, on a vu qu'il y avait celui de la quantification, mais Gérard François, c'est une question à ton adresse. Est-ce qu'il n'y a pas également celle de partir on part d'une valorisation des richesses sous-estimées, les ruralités, on s'accorde là-dessus, ne sont pas traitées de façon équitable. Il faut quand même qu'on parte de tout ça pour pas toujours avoir un coup de retard et qu'on soit sur de bonnes bases. En fait, si je dis les choses un peu brutalement, la France a quand même eu tendance pendant plusieurs décennies à pratiquer plutôt le déménagement du territoire que l'aménagement du territoire. Je donne un seul exemple qui est celui des fonctionnaires d'État. Bon, le nombre de fonctionnaires d'État, grosso modo, n'a pas changé au fil des décennies. En revanche, on a bien eu une concentration des fonctionnaires d'État dans les villes les plus peuplées. C'est-à-dire que d'une part, on a fermé de nombreux services publics d'État dans les ruralités. D'autre part, je ne sais pas ce qu'il en est pour monsieur le préfet des Hautes-Alpes,
Mais je connais un certain nombre de préfets ruraux qui m'expliquent que leur préfecture rurale a été appauvrie, c'est-à-dire que leur nombre de collaborateurs a diminué. Donc clairement, si vous voulez, il y a eu cette concentration. Et même si on a eu un discours sur les délocalisations, celles-ci n'ont pas réussi. J'explique toujours à mes étudiants que la principale délocalisation qui a été effectuée en France au cours de ces dernières décennies a consisté à un transfert extraordinaire, celui du ministère des Finances de Rivoli à Bercy. C'était ça, une belle délocalisation. Bon, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'il faut quand même inverser. Alors, je sais que le gouvernement a annoncé, ces derniers mois, effectivement, vouloir réaffecter quelques services publics d'État en dehors des métropoles. Mais pour inverser par rapport à toutes les décisions de centralisation qui ont été prises, il y a un travail beaucoup plus colossal à effectuer. J'ai évoqué la fonction publique d'État. J'aurais pu évoquer aussi la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire en fait la concentration des emplois de la fonction publique hospitalière dans les CHU avec la fermeture de nombreux hôpitaux de proximité. Alors après, on nous dit, vous voyez, tout le monde est urbain. Alors vous allez vous promener vous voyez, au nord de Poitiers, là, dans toute la région du Futuroscope, qui maintenant fait partie de la communauté d'agglomération de Poitiers, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Poitiers, puisque la plupart des gens qui habitent dans la zone du Futuroscope travaillent dans cette zone, y habitent, on leur a mis dans cette zone et on les loisirs dans cette zone. Alors vous allez me dire, mais ils ne vont jamais à Poitiers. Ben si, parfois ils vont à Poitiers quand ils sont obligés d'aller au CHU. Bon. Donc vous voyez la plus-value à peu près que cela signifie. Bon, donc là aussi, si vous voulez, cette concentration fait qu'en fait on a concentré les emplois publics et qu'on le veuille ou non, dans une certaine mesure, la façon dont on a mis en œuvre l'intercommunalité, c'est aussi une concentration des emplois publics de la fonction publique territoriale dans les villes les plus peuplées. Donc tout ceci, c'est quand même au détriment des territoires ruraux. Donc en fait, c'est bien une nouvelle politique d'aménagement du territoire qu'il faut, et qui est d'autant plus justifiée que nous avons, si vous voulez, ce paradoxe d'un État qui, globalement, a centralisé sa fonction publique, et une société qui, en fait, au contraire, de plus en plus, rejette les grandes métropoles. Je vous rappelle quand même que le sol migratoire de l'agglomération de Paris est déficitaire chaque année de 50 000 personnes. Alors c'est vrai, quand je suis auditionné au Parlement ou au Conseil économique et social, il y en a plusieurs, ils ouvrent des yeux comme ça en me disant « Enfin, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Ben, je dis « Si, oui, c'est vrai, il y a des immigrants qui viennent en Île-de-France chaque année, mais le nombre de personnes qui quittent Île-de-France chaque année est supérieur de 50 000 à ceux qui viennent y habiter. » Donc vous voyez qu'il y a bien une société qui aspire, et évidemment le télétravail n'a fait que faciliter ces aspirations. Mais donc ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est une politique globale d'aménagement du territoire qui remet en cause le paradigme d'une urbanisation inévitable et souhaitable. Alors, sur quoi était-elle fondée ? Je termine, si tu permets, Jean-Yves, là-dessus. Elle était fondée sur l'idée que l'innovation ne pouvait venir que des métropoles. Et donc que la compétitivité de la France économique ne dépendait que de ces métropoles. Alors, d'abord, si c'était vrai, on n'aurait pas une balance du commerce extérieur déficitaire. Premier point. Deuxième point, c'est une méconnaissance complète des territoires ruraux. Parce qu'il suffit de parcourir n'importe quel territoire rural de ce beau pays, partout on voit des innovations. Et d'ailleurs, nous avons montré dans un dossier de population à venir qu'un certain nombre d'innovations rurales ont ensuite essaimé dans les villes. Donc cette idéologie selon laquelle, pour qu'il y ait innovation, il fallait qu'il y ait une concentration d'un certain nombre de sièges sociaux, d'un certain nombre d'activités économiques dans les métropoles est une erreur. Et d'ailleurs,
nous avons des entreprises qui marchent très bien, alors qu'elles sont localisées dans le monde rural, et ça ne les empêche pas d'être extrêmement compétitives. Donc il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'habitants d'un territoire et sa capacité à innover. Je dirais même que c'est peut-être le contraire, parce que c'est toujours le problème des fameuses déséconomies d'échelle qui sont liées aux grandes métropoles. Donc c'est toute la réflexion, vous voyez, pour une politique globale d'aménagement du territoire qui est nécessaire. Sur ces questions d'inégalité, est-ce que les mobilités sont encore pas plus criantes que le reste ? Alors, sur les mobilités, il est évident, là nous avons publié beaucoup d'articles sur ce sujet. Bon, clairement, on le sait très bien, là, tout le monde le sait ici, la France est quand même adonnée au tout TGV. Et ce tout TGV, il s'est fait pas seulement au détriment des petits réseaux ferroviaires, mais même au détriment des grands réseaux ferroviaires. Je vous invite à prendre fréquemment, si vous le souhaitez, la ligne Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Limoges, et à calculer à chaque fois le retard que vous pouvez avoir. Et encore récemment, vous avez vu que Limoges, Limoges récemment, on a encore voulu lui enlever un train qui est absolument essentiel pour sa grande entreprise, qui est Legrand. Bon, Legrand est quand même une entreprise internationale. L'une des deux du 440 qui a son siège en territoire. En territoire. Et donc, pour elle, si vous voulez, c'est par amour de son territoire qu'elle reste à Limoges, comme Michelin à Clermont-Ferrand. Et donc, on était en train vraiment de la priver d'une possibilité de rejoindre, quand elle en a besoin, aisément la capitale. Donc là, effectivement, cette politique du tout TGV a été un handicap, et en plus un handicap en partie mythique. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous avez une gare TGV que cela va générer forcément du développement économique. Et je vous invite donc, par exemple, à aller à la gare du Creusot-Montchanin, inaugurée en 1980. Donc depuis, ça aurait dû apporter des richesses au territoire. Or, vous verrez que la population tout autour de cette gare et le nombre d'emplois autour a également diminué. Alors que c'est une gare qui a une chance extraordinaire, parce que non seulement elle a une liaison très courte avec Paris, mais elle a même une liaison directe avec Roissy-Charles de Gaulle. Bon. Donc vous voyez, et en revanche, c'est d'ailleurs le cas des Hautes-Alpes, qui est relativement enclavé, on a des territoires très enclavés qui font preuve d'un dynamisme économique tout à fait remarquable. Néanmoins, le désenclavement, ça serait une bonne chose. Je ne vais pas reparler de la 51 parce que là, j'arrive de soulever un débat lancinant. Bon, bref, il y a des écarts de mobilité. Alors, le problème, si vous voulez, des inégalités en matière de mobilité, quel est-il ? Il est celui qu'on a quand même favorisé les transports urbains. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation où les transports urbains de la région capitale sont évidemment déficitaires. Qui paie le déficit ? Finalement, c'est par vos impôts que vous payez le déficit. Donc en fait, ce sont tous les Français qui participent au déficit de fonctionnement des transports urbains parisiens, même s'ils ne les prennent jamais. Et ça, c'est un problème d'inégalité absolument fondamental. Donc, j'ai fait, moi, un calcul simple, mais qui doit être assez bon pour votre département, d'ailleurs. Bon, puisque tout a été organisé pour investir 40 milliards pour améliorer les transports urbains à Paris à travers le Grand Paris Express. Je passe sur les détails, à mon avis, sur le fait que ces 40 milliards sont mal utilisés, mais je passe. Bon. Donc, autrement dit, 40 milliards pour 12 millions d'habitants. Bon, la Creuse, c'est 120 000 habitants. Donc le département de la Creuse, normalement, devrait avoir 400 millions pour pouvoir remettre en état ces petites lignes ferroviaires. Bon, pour le moment, il a 0. En dépit de l'action de notre secrétaire général du Parlement rural, Jean-Jacques Lozach, le sénateur Lozach.
Monsieur le député Giraud, est-ce qu'il faudrait pas finalement des lois qui fixent ces principes généraux à mettre en œuvre? Est-ce que la question, on dit il faut, on a l'air assez d'accord, on sait bien que c'est compliqué, on va pas, mais est-ce que la loi fixerait un cadre avec des principes généraux, ça ne serait pas une avancée? Écoutez, un principe et des principes généraux en fonction des réalités locales. Un principe général en fonction des réalités locales, ça veut dire qu'on est sur quelque chose comme la loi 3DS qui permet aussi qu'il y ait une différenciation suivant les territoires. Ce qui en France est toujours une gageure, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on est le seul État de l'Union européenne qui n'a pas un caractère soit régional marqué, soit fédéral. Bon, le comble étant l'Italie, qui lui est un État non fédéral, mais où les régions peuvent légiférer, ce qui est quand même ce qui va très au-delà de notre propre situation, et ce qui permet effectivement de résoudre un certain nombre de questions et de problèmes. La ministre tout à l'heure, et je pense qu'en conclusion elle en parlera encore, du texte sur les ruralités. Donc bien évidemment, c'est indispensable, mais on est dans un pays où il y a quand même un certain nombre de pesanteurs. Vous citiez les problématiques de mobilité. Il n'y a pas besoin d'une loi, normalement, pour faire en sorte que la SNCF fasse du cadencement à l'heure sur Paris-Clermont-Ferrand. L'infrastructure le permet parfaitement. Il y a un excellent préfet qui, à l'heure actuelle, planche sur les ZRR, qui est le préfet Philiseau, qui, outre ses qualités et autres, était originaire de la Nièvre, connaît assez bien les problématiques de dessert de la ligne Paris-Clermont-Ferrand. Et là, on est face tout simplement à un opérateur national qui est complètement déficient. Et qui est déficient d'ailleurs pas que là-dessus, hein, sur le reste. Mais vous êtes tous d'accord. Et on a, si tu veux, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on est dans un pays où la gouvernance politique d'un certain nombre d'autorités, quelles qu'elles soient, qu'ils soient des exploitants publics, qu'ils soient des autorités publiques, n'est pas réalisée convenablement. Voilà, c'est une réalité. Moi, ça fait des années que je prêche un peu dans le désert sur un certain nombre de sujets. Mais il faut effectivement qu'il y ait une loi cadre et que dans le cadre de cette loi, il y ait des instruments de politique publique qui soient des instruments de politique publique qui soient efficaces. Je donne un exemple pour reprendre sur les mobilités, parce que ça me semble assez intéressant. À l'heure actuelle, la SNCF doit payer une amende aux régions, mais également à l'État en tant qu'autorité organisatrice de transport, lorsqu'elle ne fait pas son boulot correctement. Elle fait son boulot sur quoi? Bon, l'État fait son boulot sur les intercités, Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse, etc., les trains de nuit, Paris-Briançon et autres. Or, les indemnités que doit la SNCF à l'État sont plafonnées. La SNCF les paye. Comme dans un supermarché, on paye en fait le vol qui est intégré dans le prix de vente, tout simplement parce que on sait bien qu'on va se faire chipper pour tant de % du chiffre d'affaires au titre du vol dans un supermarché. Donc la SNCF intègre cette somme qu'elle paye, sans pour autant faire en sorte que la qualité de service ne s'améliore, puisque le but, c'est simplement une amende qu'on doit payer régulièrement. Je vois qu'il y a un cheminot qui a... Retraité. Mais retraité. Néanmoins, maire rural. Néanmoins, maire rural qui approuve. Et on est sur des choses qui sont hallucinantes pour le reste de l'Europe. Partout ailleurs, vous avez des cahiers des charges avec des délégations de services publics ou l'équivalent pour des exploitants, et je vous prie de croire qu'ils en prennent plein la gueule. Et que l'exploitant qui doit reprendre derrière, si ce n'est pas l'exploitant historique, doit payer le déficit qui avait été non payé par le prédécesseur. Voilà, il y a on a une politique du cahier des charges. Nous, on n'a pas une politique de cahier des charges où on impose des choses. Regardez les cahiers des charges. Le cahier des charges de TF1, bon exemple. TF1 a un cahier des charges. À chaque fois, on leur dit « Oh, vous n'avez absolument pas du tout respecté votre cahier des charges. Mettez vos doigts, pan, ne recommencez pas. » Ils recommencent. Voilà, ça c'est très français. La France, sur ce plan-là, a un énorme problème de gouvernance vis-à-vis de l'ensemble de tous les services qui sont délégués d'une manière générale. Donc je crois qu'on s'en sortira si effectivement il y a un texte fondateur, et qu'au-delà du texte fondateur, on change complètement la gouvernance dans ce pays pour se rapprocher de la gouvernance des autres pays européens. N'oubliez pas, pour reprendre les questions de mobilité, que nous sommes passés de la seconde à l'avant-dernière place en termes de régularité du ferroviaire dans ce pays. Le premier étant l'Autriche, le second étant l'Italie. Je dis bien l'Italie. Voilà, j'en dirai pas plus.
Merci Joël. Je peux ajouter juste un mot. Je voulais quand même vous informer que ce matin, j'ai reçu un message de la SNCF me disant qu'elle supprimait mon train de retour de demain. Sans me proposer de solution. Donc j'ai le plaisir de rester dans les Hautes-Alpes plus longtemps. Je voulais vous rassurer aussi, pour que la ministre arrive à l'heure, parce qu'elle a pris le train de nuit, et bien aujourd'hui, la SNCF a su qu'elle était dedans, et qu'à partir de là, il y avait 2h30 de retard tous les jours. Aujourd'hui, il n'en a pas. Par contre, ils ont supprimé les trains qui descendaient à Valence, pour qu'il n'y ait rien à croiser, et qu'il n'y ait pas de problème. Super. Moi, ils m'ont dit que c'était un mouvement social. Bien. Bernard, à ce stade, vous aurez bien évidemment la conclusion de ce sujet sur lequel vous avez des idées, mais ce que viennent de dire les uns et les autres, et notamment quelques mots, j'aurai l'occasion. un texte fondateur, la critique de la gouvernance, ce que vient de dire avec humour, comme d'habitude, Joël. Mais j'aurai l'occasion tout à l'heure de dire quelques mots, mais juste, je veux pas rallonger, juste pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. D'abord, dire que je partage alors, à 100%. Mais ça ne vous étonnera pas. Tout ce qui a été dit, que ce soit par le professeur Dumont, par Cécile, par Éric, évidemment par Joël, et tout ça montre bien que pendant trop longtemps, on a fait fausse route et qu'il est temps quand même de réorienter les choses parce qu'on va dans le mur, pour faire simple. Hein. Je le dis, je pense que c'est la réalité. Et l'exemple du 40 milliards, alors je n'avais pas fait le calcul, professeur, mais je le retiens. Avec la comparaison, avec ce qui devrait arriver dans... Oui, et puis le 40 milliards, ça sera peut-être un peu plus à la sortie. En tous les cas, bon, tout ça montre qu'on fait fausse route. Moi, simplement sur deux sujets concrets qui ont été évoqués, je voudrais dire un mot sur les questions des financements. Parce que quand même, au bout du compte, c'est un enjeu. Il y a deux choses qui ont été évoquées qu'à mon sens, il ne faut pas mélanger. La question de la DGF. Oui, mais il fallait le faire, je vais en dire un mot. La question de la DGF et la question de la rémunération des aménités rurales. Je ne reviens pas sur la définition. Il faut absolument, surtout, bien séparer les deux. Je suis d'accord sur la DGF. Il y a un combat à mener. La question du nombre d'habitants pèse beaucoup trop, d'une façon générale, dans tous les ratios et dans la DGF aussi. Et du coup, il faut absolument... C'est le cas un peu aujourd'hui, notamment pour les communes de montagne, mais il faut absolument intégrer la notion d'espace. Je rejoins ça tout à fait. C'est une question de justice, c'est tout. Donc il faut mettre plus de justice, plus d'équité dans les calculs de la DGF et de la DSR qui l'accompagne pour les communes les plus fragiles. Et donc, la notion d'espace, la gestion des espaces que nous avons, même s'il y a peu d'habitants, il faut quand même gérer les espaces, il faut entretenir la voirie avec des hameaux qui sont éloignés, etc. etc. Sur la voirie, d'ailleurs, Dominique, je fais un clin d'œil à notre ministre, parce qu'on a sauvé in extremis l'année dernière une initiative des métropoles. S'il y a des questions, j'y répondrai, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Dans l'attribution de la DSR, ça parle à tous les élus, la dotation de solidarité rurale, qui est une dotation de péréquation, donc on vient aider finalement ceux qui sont les plus fragiles financièrement. Il y a 4 critères. Et sur les 4 critères, il y en a un qui intègre la longueur de voirie. Elle se souvient du débat qu'on a eu au Sénat. Elle a fini par nous suivre, mais il a fallu la convaincre, et surtout il a fallu qu'elle convainque ses administrations. Il y en a un sur 4 qui concerne la longueur de voirie. Il y en a d'autres, la population, c'est normal, le nombre d'enfants scolarisés, etc. Eh bien, à l'initiative des métropoles l'année dernière, pour des raisons que je peux expliquer et que j'ai étudiées parfaitement, il a été proposé que le critère de longueur de voirie ne rentre plus en compte dans le calcul de la DSR. C'est-à-dire que sur 4 critères, on avait 4 critères qui tenaient compte du nombre d'habitants. Et on vous expliquait que c'était normal, que c'était plus juste, etc. En fait, on sait d'où vient l'initiative, mais en tous les cas, c'est ça. Il a fallu se battre, et dans un débat parlementaire, et en pleine loi de finances, des sujets, on est en train de parler de centaines de milliards. Sur cette question-là, on a débattu au moins une demi-heure. Il y a eu des interventions sur tous les groupes politiques. J'avais proposé un amendement co-signé par les collègues, bien sûr, Jean-Michel et d'autres, pour revenir à la situation antérieure et garder notre critère de longueur de voirie, qui est doublé en zone de montagne. C'est-à-dire si vous avez 20 km, ça vous en compte 40, donc c'est encore mieux. Parce que là, du coup, on avait quelques simulations, les communes rurales allaient perdre. Eh bien, il a fallu mener un combat acharné, et je le dis parce que c'est la vérité. Dominique Faure nous a suivis sur ce sujet, et on a réussi
à faire échouer cette tentative, mais ça a été extrêmement difficile, parce qu'on luttait... le gouvernement, ça ne changeait rien, hein, ça ne change pas son enveloppe, mais on luttait contre des élus urbains, métropolitains ou les alentours qui portaient ce projet-là. Ça a été très difficile pour arriver à faire réintégrer in extremis ce critère de longueur de voirie. Donc il faut toujours qu'on soit en veille. Et donc je pense qu'il faut qu'on passe à une autre étape, Eric. Aujourd'hui on est toujours en veille et sur la défensive finalement. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a sauvé le truc, mais parce qu'on l'a vu arriver. Vous savez, dans une loi de finances, on aurait pu ne pas le voir arriver, hein, parce que c'est quand même compliqué. On l'a vu arriver, on l'a sauvé. Il faut qu'on passe à une autre étape. Il faut que, très franchement, on fasse des propositions législatives pour intégrer davantage la notion d'espace et de gestion d'espace dans le calcul de la DGF. C'est une question de justice. Deuxièmement, sur la rémunération des aménités rurales. C'est un autre sujet. Il ne faut pas qu'on les mélange. Sinon, on va rémunérer les aménités rurales dans la DGF, à laquelle on ne comprend pas toujours tout, comment ça marche, comment ça se calcule. Au fil du temps, ça va être noyé dans la DGF et on n'identifiera plus la rémunération des aménités rurales. Donc il faut une dotation à part, bien à part. C'est pour ça, on y a travaillé avec Joël, il l'a mise en place quand il était au gouvernement, et on y a vraiment travaillé ensemble. C'est pour ça qu'on a bien voulu que ce soit une dotation spécifique, qui s'appelle dotation, on l'appelait pour la protection de la biodiversité et la rémunération des aménités rurales. Donc elle dit bien ce qu'elle veut dire. Mais elle est à part. Et évidemment, cette dotation, il faut l'augmenter. C'est simple. Il faut qu'on passe d'une logique où on a dit nos territoires ruraux, nos montagnes, oh les pauvres, ils ont des handicaps, il faut bien qu'on les aide, il faut qu'on les assiste, il faut qu'on compense les handicaps, il faut qu'on passe à une autre logique. Aujourd'hui, on a des atouts, et c'est nous, et vous l'avez très bien dit, sur l'énergie, sur plein d'autres domaines, c'est la ruralité qui peut aider à répondre aux enjeux du siècle, qui concerne toute la société, qui ne concerne pas la ruralité. Donc il ne s'agit plus d'aider les pauvres ruraux à vivre, il s'agit de rémunérer l'apport de l'espace rural dont la société française a besoin pour répondre aux défis du XXIe siècle. C'est aussi simple, donc c'est positif, c'est concret, et du coup, Madame la Ministre, 30 millions c'est bien, 40, on est à 40 même, 40 millions c'est bien, mais il faut qu'il y ait une première marche qui a été franchie, une deuxième demi-marche qui a été franchie, il faut maintenant qu'on monte les escaliers 4 à 4 là-dessus. Et quand on entend les chiffres, donnés par le professeur Dumont sur les milliards, etc., et que nous, quand on a 12 millions, on nous dit, écoutez, soyez contents, vous avez 12 millions, on n'est pas dans les bonnes échelles, je le dis. Alors ça ne peut pas arriver comme ça, là, ça se discute dans des budgets, mais on n'est pas dans les bonnes échelles. Il faut aller plus loin, je le dis, voilà, je le dis tout simple, mais je le pense vraiment, et on va faire un travail législatif, Jean-Michel, pour essayer de porter ça. Vous demandez une progression géométrique et pas une progression arithmétique. Éric. Exponentielle. Éric. Oui. Alors, je m'excuse pour le public, comme débat contradictoire, il n'y a pas beaucoup de contradictions, mais j'adhère complètement effectivement à ce qui vient Sur la d'être dit. méthode de faire avancer les choses, Bernard vient de dire quelque chose de très précis sur la distinction. Voilà. Et justement, c'était la deuxième partie de mon propos par rapport à ces questions-là, sur comment on fait. Cécile l'a un petit peu évoqué, parce qu'en fait, au bout du compte, il y a la question des financements, il y a la question de l'organisation. Et là, pareil, donc les maires ruraux traînent l'étiquette qui ne sont pas pour l'intercommunalité. Si, nous, on est pour l'intercommunalité, mais bien organisé et choisi. Et donc, par rapport à ces questions-là, on a transféré l'économie en général aux intercos. C'est-à-dire, en fait, les intercos touchent l'IFER. S'il y a un méthaniseur qui s'installe, c'est l'interco qui touche. Et les habitants qui ont les odeurs, et pour les éoliennes, bon, même s'il n'y a pas trop de désagréments, c'est peut-être parfois exagéré, mais il y a quand même des désagréments, c'est eux qui les ont. Et tous ces gens-là ne touchent pas d'argent, si ce n'est indirectement via le siège de l'agglomération qui est à 30 ou 40 km. Et je pense qu'il y a une vraie question par rapport à ce sujet-là qui complète ce que Bernard vient de dire sur ces questions-là. Et moi, je pense que c'est vraiment là aussi le cœur du système et sur lequel nous, on va mettre une veille vraiment très très importante par rapport à ça pour... à la fois quand on avance, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'agenda rural, voilà, c'est bien, tant mieux, mais on sera ferme sur la question suivante, qui est comment on fait, parce qu'au fait, au bout du compte, le fait que on va l'appeler le législateur sur les différentes lois d'intercommunalité ait tout poussé à l'intercommunalité, que les pouvoirs publics, je m'excuse, monsieur le préfet, à certains moments ne s'adressent qu'aux présidents d'intercommunalité sur des sujets qui ne sont pas les leurs.
Et donc l'aménagement, c'est notre sujet aussi. Et même la question de la compétence économique, bon, il y a peut-être des professionnels de profession plus compétents que moi sur cette question-là, mais la compétence économique, on l'a transférée. Ça veut dire que c'est la nôtre. Elle est transférée, certes, mais c'est quand même la nôtre. C'est comme quand on transfère la compétence école, c'est toujours notre école. Et donc la compétence économique, c'est aussi au village. Donc on a le droit d'innover, on a le droit d'organiser, et on a le droit de toucher les moyens des choses qui nous concernent. Merci de m'avoir laissé la parole. Cécile. Il y a des choses qui sont en train de se développer comme moyen aussi. Les banques conditionnent beaucoup maintenant les prêts à des aspects environnementaux, écologiques ou autres. Il y a une finance verte qui existe avec une capacité d'investissement assez formidable. Et donc il faudrait quand même que cette capacité qu'ont les banques puisse nous aider à maintenir les qualités qu'on propose à la nation et à les développer. C'est absolument important. Hein. Alors, je ne sais pas que je ne pourrais pas parler en milliards, mais on doit arriver à trouver les réalités quelque part. Mais c'est absolument important aussi. Et puis, juste on ne se pose jamais du coût de la surdensité. Alors, je vais encore enfoncer le clou, mais vraiment, je n'ai rien contre les urbains. Hein. J'ai fait mes études en ville, donc j'ai eu la chance d'en faire. Les coûts de la surdensité en France, c'est énorme. Les coûts de dépollution, quand on veut, par exemple, dans l'aire urbaine de Paris, créer des gymnases, des grandes choses pour les Jeux Olympiques ou autres, ça coûte énormément en dépollution. Le foncier, là, ça coûte énormément. C'est pas les petites dizaines d'euros des mètres carrés de foncier qu'on peut avoir ici, où parfois on a la chance d'avoir un zéro de plus. Mais voilà, donc pour dire que aussi c'est reconnaître l'espace rural, c'est aussi donner une valeur au foncier. Et ce foncier, il prend de la valeur dans l'espace rural, surtout quand on a un ZAN. Surtout quand les Chinois, j'ai rien contre les Chinois non plus, hein, mais bon, mais quand même, surtout quand, alors discrètement, ils achètent parfois des hauts plateaux dans le Massif central. Bon, on le sait, des vignobles dans le Bordelais ou ailleurs. L'espace, le foncier, on est sur une mine d'or. Sauf que cette mine d'or, elle n'est pas reconnue à son juste prix. Voilà, donc voilà, donc il faut penser différemment. Je pense, voilà, donc ça, c'est difficile parce que ça va à l'encontre finalement de la pensée majoritaire qu'on vit en France depuis des années et des années. Voilà. Moi, je trouve que ça change un peu. Enfin, après, bon, c'est vrai que j'ai bossé sur l'agenda rural, mais je trouve que c'était à nouveau se poser la question de l'aménagement du territoire et se dire on va réaménager, on va aménager équitablement ce beau pays de France. Voilà. Merci Cécile. Gérard, toi qui connais bien la géographie, dont tu es un éminent professeur, et qui connais bien la géographie des ruralités, je voudrais pas rallumer un pétard en fin de journée, tout se passe bien, mais est-ce que tu ne crois pas que cette loi de 2021, résilience et climat, il faudrait faire quelque chose et qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est... Non, Dominique, on est entre nous, tout se passe bien, voilà, on peut y aller, on est dans un... voilà, est-ce que ça rejoint pas plus... Enfin, on est sérieux, mais est-ce que ça ne rejoint pas l'autonomie que vous réclamez qu'on devrait donner au territoire, qui est un peu en filigrane? Il faudrait de la souplesse dans tout ça, non? En fait, comme tu le sais, on a fait toute une étude que l'on a intitulée « Les territoires face à la sobriété foncière, une révolution salutaire pour l'aménagement du territoire », point d'interrogation. Et donc, effectivement, nous avons essayé de décrypter l'élément le plus connu de la loi climat et résilience, c'est-à-dire le zéro artificialisation nette. Nous rappelons qu'effectivement, la France a commis des erreurs dans le passé. Moi-même, ça fait des décennies que j'ai vivement regretté tous les plans locaux d'urbanisme, qu'on appelait les POS à l'époque, qui avaient des coefficients d'occupation des sols beaucoup trop faibles. On a commis des erreurs.
On a évidemment commis des erreurs en matière d'urbanisme commercial, notamment autour des villes, de façon un peu absurde, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe à l'étranger. Il faut savoir que, par exemple, le Land du Bade-Wurtemberg a mis en place toute une politique pour empêcher de donner des avantages prioritaires à la grande distribution et permettre au commerce de centre-ville de continuer à vivre. Alors que nous, vous allez à Guéret dans la Creuse, vous avez le charme d'un Intermarché au nord de la ville, non, c'est pas Intermarché, c'est Leclerc au nord de la ville, d'un Carrefour au sud de la ville, et puis 30 magasins fermés dans le centre-ville, qui est pourtant dans une belle rue extrêmement agréable et pleine d'aménités, en fait, quand on la parcourt. Bon, donc, vous voyez que le Bade-Wurtemberg n'est pas tombé dans ses erreurs. Ensuite, il a été imité par d'autres Länder allemands. Et alors, ce qui est très intéressant dans le cas de l'Allemagne, c'est pour ça que je me permets de vous le citer, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une certaine Commission européenne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a envoyé une lettre comminatoire au gouvernement fédéral allemand en lui disant que ces décisions prises par les Länder pour faire en sorte de garder un dynamisme commercial dans les centres-bourgs et dans les centres-villes au détriment de la grande distribution, pour qu'elle n'essaime pas dans les périphéries et utilise justement beaucoup de foncier, comme chacun sait, eh bien, ça contrevenait à la directive service de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'a répondu le gouvernement allemand ? Alors, je vous la fais courte parce que, évidemment, il n'a pas formulé tel que je vais vous le dire, mais il leur a dit « allez vous faire voir ». Bon, voilà. Mais, donc, il n'y a évidemment pas donné suite. Donc, nous avons connu beaucoup d'erreurs par rapport à la sobriété foncière. Faut-il pour autant tomber dans l'excès contraire ? C'est vraiment la question qui se pose. Parce qu'en réalité, lorsque vous étudiez les territoires français, en fait, on a 4% de territoires qui ont été construits, et donc, ça veut dire que 96% restent des territoires qui sont perméables, qui sont aujourd'hui perméables. Et puis, nous créons des inégalités extrêmement importantes entre les territoires, puisque si vous allez en Lorraine, la Lorraine, l'application du zéro artificialisation nette, ce n'est pas un problème, il y a des hectares de friches. Donc, aucun problème. Si vous allez en Vendée, alors là, vous voyez, vous auriez fait le ZAN en Vendée en 1970, la Vendée serait restée un département sous-développé, pour le dire un peu brutalement. Donc, ça veut dire que si vous voulez que l'idée, on comprend l'idée de faire en sorte qu'on ait plus de sobriété foncière, mais je pense que la loi est d'une rigidité qui va à l'encontre de deux principes fondamentaux, à mon sens. D'une part, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'effectivement, qui connaît le mieux son territoire, c'est celui qui en est le proche. Et je pense que la dimension régionale, qui a été assez évoquée pour l'application du ZAN, est une dimension beaucoup trop large, à mon sens, parce qu'on ne peut pas fixer les mêmes principes de ZAN pour le département du Rhône et la métropole de Lyon que pour le Cantal. Et deuxièmement, il faut être dans une société de confiance. Or, telle que la loi est formulée, on a l'impression qu'on est dans une société de méfiance vis-à-vis des élus, alors que les élus, ces dernières années, avaient déjà assimilé la nécessité de la sobriété foncière. C'était déjà en cours dans cette voie. Donc ça veut dire qu'à mon sens, si vous voulez, le Sénat a fait des propositions en la matière. Moi, je dirais que là, pour valoriser les aménités des territoires ruraux, une révision de la loi climat et résilience me paraît une condition impérative, je dirais une condition dirimante pour prouver qu'on a compris les réalités. Alors en plus, si on se compare aux autres pays d'Europe, on est presque ceux qui respectons le mieux la sobriété foncière
compte tenu du fait que l'on a le plus vaste territoire de l'Union européenne, une beaucoup plus faible densité de population. Donc, la France, au sein de l'Union européenne, sa principale richesse, ce sont ses territoires, par leur étendue et par leur diversité, et avec une application rigide du ZAN, on est en train de tuer notre principale richesse. Alors je sais bien, certains disent « Ah oui, mais vous savez, cette loi, on va l'appliquer souplement, etc. » Je ne crois pas du tout à cet argument, pour une raison bien simple, c'est que finalement, les problèmes d'application du ZAN, ça va se retrouver devant les tribunaux administratifs. Et penser que les juges vont avoir une interprétation autre que littérale de la loi climat et résilience, ça me paraît méconnaître la tendance du gouvernement des juges telle qu'on l'a constaté tous ces derniers mois et ces dernières années. Donc ça suppose, effectivement, je crois que la volonté d'une vraie politique d'aménagement du territoire qui donne confiance et qui est dans une logique de subsidiarité suppose effectivement une révision de la loi climat et résilience. Merci de cette clarté, Gérard Philippe. Éric. Donc juste un mot de conclusion. Puisqu'on cherche la solution parfaite, en fait, j'avais oublié de vous la dire. C'est Michel Fourier, notre président national, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Ça s'appelle le village d'avenir. Voilà, donc c'est un village où effectivement la dotation, la DGF est bonifiée, où effectivement on reçoit donc la dotation aménité et où les hivers sont rééquilibrés, enfin les autres dotations sont rééquilibrées. Et on a parce qu'il y a quelque chose qui est quand même très important qu'on n'a pas abordé, c'est on a un dispositif qui nous permet de refaire les logements qui vont devenir au fil du temps inéligibles à la location, qu'on puisse refaire les logements. Voilà, donc voilà le village idéal. Donc voilà, petit mot de conclusion.